Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, IA mes amours, balade planétaire. Nouvelle écrite et racontée par Sébastien Fauvel. Cette nouvelle de Space Opera est un petit bijou. J'espère que vous l'apprécierez autant que j'ai eu à la créer, la construire et l'écrire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Sachez également que ce recueil de nouvelles est disponible sur Amazon Kindle. N'hésitez pas à le retrouver et à l'acheter pour typer et aider la construction de nouvelles histoires. Lecture de la nouvelle Balade planétaire. Texte autonome non rattaché à l'ère Nébu. Bonne écoute. Pour la énième fois, le commandant s'était embrouillé avec l'équipage. C'était encore une fois à propos des impératifs de la mission. Il avait remis sur la table les vieux dossiers de la quatrième mutinerie qui dataient tout de même de 400 ans. Nous savions tous qu'aller faire l'extraction de l'astéroïde ZP-6004 n'était pas une mauvaise idée. Pourtant, nous étions quasi à sec, et sans la détection d'une poche de surface de GSB 400 ou assimilée, nos moteurs ne pourraient pas être démarrés. Nous passerions alors en mode écho. Cela impliquerait de passer par interface pour régler son compte à cet astéroïde, mais le sujet n'était pas complètement ça et nous le savions tous. Il s'agissait pour le commandant de pouvoir mettre ses prérogatives de commandement au journal de bord dans l'ordre de mission et de pouvoir ainsi profiter d'un temps de traitement supérieur sur ADEM, le réseau informatique central. Dieu seul savait ce que fabriquait le commandant avec les IA dans les temps morts des voyages intergalactiques. Nous étions 16 à former l'équipage. 2 étaient en congé pendant encore quelques décennies, 3 étaient à fond de cale et encore retenus prisonniers pour quelques siècles en semi-sommeil, et les 2 derniers, non opérationnels, avaient mal vécu le transfert corporel vers le réseau central et ne pouvaient plus agir. Nous étions dans l'impasse, car, faute de moyens et de carburant, nous ne pourrions rejoindre Aldébaran et négocier la prise en charge psychomédicale de leurs données. Il faudrait tant dépenser pour trouver de quoi faire le nécessaire pour réparer nos matelots, si encore c'était possible, si bien que personne n'en parlait vraiment. De plus, un tel voyage serait très long. Personnellement, je secondais le capitaine, bien que je n'avais pas le grade officiellement. Je trouvais qu'on ne s'en sentait pas si mal. Évidemment, tout tombait en ruine dans notre vaisseau poubelle, qui était au top de la technologie lors de sa construction, il y a 8000 ans. Les améliorations continues, les patchs récupérés un peu partout dans la galaxie, n'étaient finalement qu'autant de réparations au ruban d'une grosse coquille de noix fendue à chaque endroit de sa surface. Il fallait sans cesse régler les conflits entre les dizaines de milliers de réparations, d'entretien et de surveillance dont étaient chargées les nanomachines, bots et autres installations du vaisseau. Cela devait faire 2 ou 3 000 ans que j'avais arrêté de suivre les informations techniques extérieures, bien que ce fût une part de mon travail. Premièrement, je n'y comprenais plus rien, et deuxièmement, les technologies n'étaient plus vraiment adaptables à notre appareil. Les couches matérielles et logicielles s'étaient superposées. Pour vous dire, la cartographie de la coque n'était même plus à jour. La cerise sur le gâteau était la perte de données générée, il y a quelques centaines d'années, qui avait altéré l'ensemble de l'équipage. Les pertes de mémoire et sans doute le changement de comportement qui s'étalait dans le temps nous posait problème et nous faisait parfois douter profondément. En somme, le fait qu'on soit tous plus ou moins devenus bancals et dégénérés ne faisait qu'accorder l'équipage au vaisseau. Beaucoup d'entre nous se demandaient s'il ne s'agissait pas d'un acte de piraterie interne, même si, à force de débat, nous arrivions tous à un scénario accidentel. Cela avait endommagé le fonctionnement du réseau central et nous ne pouvions plus exploiter que 5 des noyaux sur les 9. Il ne restait plus beaucoup d'espace, qu'il soit de stockage ou de capacité de traitement de l'information. Des extérieurs auraient pu juger de manière incisive nos conditions. Nous y étions tous logés à la même enseigne, mais en fait, nous n'étions plus vraiment capables de juger ce qu'il restait de nous. Nous avions choisi de faire une fusion IA-neurone et il nous arrivait d'entrer en schéma émulsif, c'est-à-dire de commencer une rêverie ou une réflexion un peu intense de temps à autre. Mais elle s'arrêtait net, systématiquement coupée par le manque de ressources. Ces manques de bouffées d'air avaient essoufflé l'ensemble de l'équipage en quelques siècles. C'était à la base notre seule vraie liberté, notre seule évasion. Certains d'entre nous n'arrivaient pas à rêver doucement, et la plupart de ceux-là étaient dans la cale ou au frigo. C'était triste. C'est pourquoi nous étions passionnés par notre action et notre métier de récolteur. Il ne nous restait plus que cela de toute façon. Même si nous n'avions pas réussi de gros coups, même si nos déplacements étaient désormais limités, nous pouvions récolter. Bien sûr, la vétusté et la petite taille de notre vaisseau ne pouvaient rivaliser avec les avaleurs, mais à notre échelle, nos capacités n'étaient pas si mauvaises et nous étions autonomes.
Notre compagnie commanditaire avait disparu depuis des milliers d'années. Ainsi, nous étions à notre compte. Nous avions perdu énormément d'informations clés, dont notamment l'architecture neuronale du groupement. Il ne nous était plus possible de développer notre infrastructure de calcul. Cela n'avait jamais été jugé utile au début de l'épopée. Malgré tout, notre commandant sut orienter l'équipage et l'équilibrer, avancer vers la mission, bien qu'elle soit infinie. Il continuait encore à motiver les troupes, à acclamer dans les rangs le remplissage des soutes de minéraux. Je le respecte pour cela. Il nous a relevés plus d'une fois. Je sais également, comme nous tous, sans que personne ne le dise directement, qu'il est en intérêt avec Emilia, une des membres de l'équipage en sommeil depuis maintenant très très longtemps. Je pense qu'il l'aime. Nous avons fait mauvaise fortune à plusieurs reprises. Par exemple, une de nos meilleures récoltes sur un méga astéroïde nous laissait imaginer une avancée du vaisseau et de l'équipage, mais lors de notre visite suivante, le filon avait été volé. Nous pensons qu'un vaisseau plus rapide recoupa notre voyage stellaire et nous nous sommes fait dévaliser notre mine d'or. Il y eut également la fois où, durant 2 siècles, nous avons réalisé 18 ou 20 chargements cales pleines afin de sponsoriser la transformation de moteur pour tripler notre vitesse et, alors que la valeur du crédit montait et allait nous permettre de réaliser les travaux, le régime du plein air changea de direction et notre portefeuille jusque-là garni se transforma en monnaie de singe. Il y eut également le grand incident où, après une prise en stop, nous furent débarqués en pleine tempête solaire et c'est à ce moment-là que notre perte informationnelle fut la plus grande. Je n'irai pas par 4 chemins, c'était la merde. Tout ça pour une erreur de composant, une mesure de 10 puissance 1, mais qui eut beaucoup d'impact. Depuis, on avance, bon an, mal an. Nous ne sommes plus à une galère près. Mais lorsqu'on remplit la soute, nous sommes tous un peu des gamins à observer la nature de ce qui entre dans le ventre du vaisseau. Quantité, type, volume, réussite de la concaténation, mise en lingot. Chaque métrique est ancrée dans la tête de tous les matelots. Il arrive qu'on décide de changer de zone. Le commandant nous fait confiance dans ces cas-là. La plupart des chercheurs de filons du navire n'hésitent pas à se retrousser les manches pour piloter des drones et chercher les meilleurs spots. Récolter n'était que la moitié du problème, voire le 10e. Il fallait trouver un endroit où valoriser nos récoltes, et c'était ce type de décision qui était les plus difficiles. Selon les secteurs de la galaxie, il n'était pas possible de dialoguer avec les centres stellaires. Les usines Technobot pouvaient soit ne pas être intéressées, soit ne pas reconnaître notre vaisseau. Le cabotage de certains points stellaires était parfois effectif, réussi. On pouvait y faire des livraisons rapides entre les zones de récolte et les livraisons, mais les gains étaient très faibles et ne permettaient souvent rien de plus que de maintenir le vaisseau en état. Mais c'était le passé. Ce type de scénario n'était plus arrivé depuis 24 siècles. De toute façon, le cabotage finissait souvent de la même manière. Après un certain nombre de voyages, au moment de la livraison, la station ou la planète n'était plus intéressée par le stock en soute, et il fallait se décider à bouger. C'est ce qui arriva lors du dernier grand mouvement. Il faut tout de même resituer géographiquement la situation. Nous étions déjà en bordure extérieure depuis un bon moment. Il fourmillait de mines libres à récolter et de qualité correcte. En termes de recherche, tout déplacement en direction de la Voie lactée était un pas de plus vers les zones inconnues pour nous, via les réseaux auxquels nous avons accès. Il faut dire qu'ils étaient incomplets et même ceux cartographiés dataient d'un protocole si ancien qu'aucune zone n'était vraiment sûre. En termes d'information, nous savions vers où aller, mais parfois pas beaucoup plus. Nous avions perdu le fil des générations, des régimes établis, et les distances stellaires ne permettaient pas de savoir où on en était. Enfin, c'était la version du commandant. Dans les faits, bien souvent, dans les installations avancées où nous déchargions nos récoltes, il était tout simplement difficile de prendre contact avec les territoires, car il s'agissait de réseaux autonomes où personne ne se trouvait. Il ne prenait pas la peine d'écouter les messages provenant d'un navire comme le nôtre. Concernant la politique locale, elle changeait selon les périodes et les millénaires. D'expérience, nous savions et pouvions anticiper, via les vaisseaux que nous croisions, jusqu'où pouvaient se trouver les premières avancées des colonies, et elles étaient loin, très loin. C'est lors d'une mission de cabotage que l'événement eut lieu. Nous avions communiqué par ping binaire nos infos et nos possessions à une station lunaire et elle nous répondit. Nous pouvions livrer notre marchandise en soute. Dans cette entente, nous avons livré notre première fournée. En arrivant sur la base stellaire en orbite de cette lune, une première tentative de dialogue s'engagea. La station restait opaque à la plupart des codes et méthodes du Pegasus,
Cependant, le commandant prit un moment pour observer, non pas les échanges, mais la station en elle-même. Il ne savait pas trop comment, mais par intuition, malgré que cela soit répété un nombre de fois monstrueux, il y avait quelque chose de différent. Cependant, le protocole des stations était toujours un peu le même. Si vos signaux n'étaient pas compris, ils devenaient indésirables et n'étaient plus captés. Crier dans l'espace n'est pas très utile. Le commandant fit un effort de circonstance et il aboutit à formaliser un contrat de livraison avec, à la clé, une quantité de sprodium ainsi que des crédits en monnaie locale. Il faut comprendre que cette matière très difficile à fabriquer était consommée par le Pegasus, et il en fallait régulièrement pour faire vivre le vaisseau et l'équipage. En trouver, par promesse certes, à cet endroit de l'espace et dans cette quantité, était une nouvelle importante. Accéder à cette rétribution nécessitait près de 2 chargements à peine pleins. Il semblait qu'il ne faille trouver que du minerai de qualité assez élevée, mais facilement accessible et dans des mesures flexibles. Une quantité d'un minerai équivalait à une autre avec toutefois des minimums. Cela laissait une grande latitude pour trouver de quoi boucler le contrat. Cela semblait louche. D'autant plus que nous avions trouvé ce qu'il fallait facilement. En effet, proche de la Lune se trouvait de quoi faire dans une bande d'astéroïdes. À la deuxième récolte, nous sommes, au comble de la chance, tombés sur du dérivé du combustible NZT, et nous pouvions même fusionner en interne une partie non négligeable de carburant avec cette matière. Plusieurs d'entre nous blaguaient à ce propos car cela faisait quand même un bon moment que nous travaillions sans vraiment être sûrs de rien. Dans le pire des cas, nous pouvions faire cela, générer du carburant et partir ailleurs. Il aurait fallu néanmoins en perdre la majeure partie pour rejoindre la base de repli la plus proche qui aurait sans doute accepté la marchandise en soute. C'était un retour à la case départ et cela signifiait se retrouver dans un secteur à la fois concurrentiel, déjà bien exploité et devenu pauvre en minerais. Cela aurait été une situation moyennement agréable, mais déjà une partie de l'équipage se préparait à l'étape de fusion. La station nous refusa la seconde livraison. Elle était à la pointe, sa structure semblait neuve et son antenne ultra-ondes géostationnaire, qui s'étendait sur des dizaines de kilomètres, était une garantie de passage et de technologie. C'était peut-être la raison qui dictait au commandant de rester en place. Et c'est ce que l'équipage et moi nous disions. Le commandant eut le nez creux et usage d'ingéniosité et de ténacité en utilisant toutes les façons possibles pour gagner l'attention du serveur central de la station. Il tenta d'abord de comprendre pourquoi il ne pouvait recevoir le résultat du travail de l'équipage. Il reçut, au bout d'un moment, des signaux inhabituels de la station, mais en clair. Certains des messages n'étaient pas lisibles, mais des patterns étaient traduisibles par l'IA du vaisseau. L'architecture de ces messages retraçait le passé. Le commandant réalisa cela et entama des recherches dans les archives ancestrales. Il retrouva les mots et la façon de parler, mais aussi des images et des dates. La configuration de la station formait quasiment le symbole de la Confédération, éteint il y a des millénaires. Cela prit du temps, et par opportunisme, le commandant décida lors de l'arrivée d'un vaisseau de fret d'interférer en positionnant le Pegasus de manière à bloquer légèrement la voie. Cela fonctionna et il put entrer en contact avec l'IA centrale en alerte cette fois, et non en sommeil. Le vaisseau reçut un volume important d'informations. La séquence permit aux IA de la station et celle du vaisseau de converser. L'équipage et le commandant avaient préparé ce scénario. Les machines réussirent à trouver un protocole permettant de faire la traduction aux humains. Il y avait également des données historiques. La station appartenait au mouvement de la Renaissance. C'était le nouveau régime établi dans les valeurs et sur l'histoire de la Confédération. C'était une aubaine car notre vaisseau, le Pegasus Star, était confédéré au tout début de sa mission. Il fallut tout de même au commandant une période de concentration intense. Il s'engagea à bras-le-corps pour tenter de comprendre où le monde en était et où il pouvait situer son vaisseau et son équipage dans ces derniers millénaires. Au fil de la conversation avec l'IA de contrôle, elle partagea avec le commandant une carte stellaire encodée de manière à ce qu'elle soit lisible par le Pegasus, certainement dans le but qu'il déplace son appareil. Cette carte était à jour, fiable, et elle décrivait une zone démesurée de près de 100 000 années-lumière. Celle-ci incluait tous les flux entrants et sortants avec une précision 10 000 fois supérieure à nos exigences de navigation. En obtenant ce document, le commandant eut des difficultés pour tenir en place. En une seconde, il apprit où se trouvait le monde, ses avancées, ses conquêtes, les points de rassemblement. Déboussolé, il regardait distraitement les secteurs entiers d'une concentration de minerais extrêmement élevée et accessible, ainsi que des stations stellaires en demande de matériaux récoltés.
il y en avait des milliers, peut-être des millions. Il se rendit compte, à rebours, que son équipage avait récolté des zones de faible quantité pendant des centaines d'années, mais surtout que le vaisseau avait traversé des zones très dangereuses et considérées comme impraticables par cette carte. Ils ont eu chaud. Ce document choqua le commandant, d'autant plus qu'elle lui avait été donnée. Il réveilla tout l'équipage en sommeil et partagea cette carte au trésor avec tous, même aux mutins. En découvrant cela, quelques matelots de l'équipage commencèrent à regarder dans le rétroviseur également. Ils purent voir avec horreur qu'ils s'étaient dirigés il y a peu vers une pluie d'astéroïdes, ou encore que telle recherche avait pris bien plus de temps du fait de la proximité avec un trou noir non répertorié. Après un moment, l'équipage vota pour laisser le maximum d'espace de traitement et de calcul au commandant afin qu'il puisse en savoir plus, mais celui-ci fit totalement l'inverse et lança l'analyse de ses conversations à l'équipage pour remonter le fil psycho-archi de l'IA de la station. Il autorisa également des battements, c'est-à-dire pouvoir utiliser la gestion neuronale du bâtiment pour usage personnel de temps en temps. Ce n'était pas arrivé depuis un temps considérable. Il s'ensuivit une analyse très intense entre les discussions et l'apprentissage de l'organisation de la Renaissance, ainsi que toutes les facettes administratives mais aussi légales. Ils purent établir, via leurs propres archives et échanger suffisamment d'informations avec la station pour obtenir la qualification de leur contrat initial de cabotage en un contrat d'aide de camp, de colonie, ce qui dans les faits et les usages rendait le Pegasus Star et son équipage auxiliaires de la flotte. Arrivés là, les matelots comme moi commencèrent à faire les yeux doux à cette station alors que nous déployions une stratégie purement pirate. C'était la première fois où on pouvait forcer le commanditaire du contrat à l'honorer et c'était fantastique. En dehors de cela, nous pouvions maintenant, sans aucun risque, collecter et vendre notre soute à des endroits riches et avec une quasi-garantie de récupérer un paiement valide. En effet, le régime de la Renaissance était établi dans une grande partie de l'espace et les crédits avaient cours. Le fait de connaître les itinéraires nous faisait désormais gagner un temps précieux. La carte stellaire confiée ne permettait pas seulement de visualiser les gisements. C'était surtout une cartographie avancée des stations, mais également des planètes habitées. La plus proche était à 1 millier d'années de route, c'était une trouvaille incroyable. Avant de crier victoire, au détour de la conversation, le commandant fut pris d'inspiration et demanda tout simplement à la station si son vaisseau pourrait effectuer sa mission de récolteur sur une partie plus utile de la nouvelle confédération. Il demanda la Lune et reçut un ticket de bus. C'était une proposition pour déplacer son bâtiment vers la Voie lactée. Un avaleur de la Renaissance dernière génération était en route, il arriverait d'ici 8 ans et pourrait charger dans sa soute le Pegasus Star et continuer son grand voyage. Les dernières nouvelles avaient totalement bouleversé l'équilibre et les perspectives nouvelles étaient grisantes. Se lancer dans un tel voyage était une autre histoire. Il s'agissait d'un périple de plusieurs milliers d'années et le dernier remorquage s'était soldé par d'importants dégâts humains et matériels. C'était également faire une croix sur énormément de missions courtes et rentables à la portée du vaisseau et de l'équipage. Le rattachement au régime de la Renaissance ouvrait encore d'autres portes. Je n'ai pas attendu le commandant pour en parler avec l'équipage en direct sur le réseau et par message interposé. Il m'a fallu juste quelques heures pour me rendre compte que tous étaient maintenant motivés. Ils appelaient à un vote à l'unanimité. La découverte de la nouveauté d'une instance récente qui leur faisait maintenant confiance était tout simplement le passage de l'ombre à la lumière d'un groupe de vieux démerdards. Il fallait trouver de l'information. Quelles seraient les modalités de voyage ? Quelques membres se refusaient désormais aux phases longues de sommeil et il fallait qu'ils puissent maintenir le vaisseau navigable arrivé à destination. La réponse de la station fut un rapport long comme le bras. Il indiquait néanmoins que tout vaisseau en charge pourrait se connecter au réseau local d'information sans connexion directe. Concernant l'énergie, par rapport au tonnage du Pegasus, il serait situé entre 80 et 100 pétajoules, ce qui en première instance du rapport était très faible. Le commandant pensait qu'il faudrait rallumer les générateurs et passer l'ensemble de l'équipage en sommeil cryo, avant de lire plus bas dans le rapport que les mises à jour publiques ainsi que le ravitaillement en énergie avaient lieu toutes les décades. Cela signifiait que l'énergie distribuée était de l'ordre de 15 000 fois supérieure aux besoins du Pegasus. C'était une quantité d'énergie qu'ils avaient dû consommer le dernier millénaire principalement pour se déplacer et sous une forme d'énergie non adaptable, pas en étant statique. L'équipage était rassuré. Il fallait tout de même attendre la venue du croiseur quelques années. Le commandant n'a pas validé directement le contrat de départ, car il restait, du fait du rattachement à la Renaissance, un grand nombre de détails à régler. C'était le cas notamment de l'adaptation des règles de leur bâtiment, qu'il s'agisse de sécurité, de technologie et même de commandement.
Ils avaient beaucoup à rattraper en un temps assez court. Ils ne pouvaient recevoir que des parcelles d'informations. Les volumes de données étaient assez importants dans le Nouveau Monde. Le Pegasus ne pouvait recevoir que des versions réencodées, le langage avait évolué. Ce n'étaient pas les directives ou les détails techniques qui gênaient le commandant. Il avait une certaine sagesse, il comprenait que le temps changeait. Il avait compris, comme la plupart des membres de l'équipage, que la mise à niveau de la mission nécessiterait le concours de chacun et il devait mettre toutes les chances possibles de leur côté. Le commandant commença sciemment à rendre disponible la plupart des éléments recueillis aux 3 mutins à fond de cale, tout en leur octroyant un accès au réseau neuronal limité, mais tout de même bienvenu. Au sein des mutins se trouvait l'ex-capitaine. Loin d'être bête, il avait bien compris la manœuvre du commandant, et sans aucune demande, il renvoya en quelques semaines son accord, au nom des 3 mutins, pour le grand voyage. Son message était simple. Le capitaine avait bien compris que la manœuvre du commandant était de prévenir, car le temps passerait durant le voyage. Il serait normalement libre durant la traversée. Pourtant, il s'attendait à la suite de cette réponse à l'abaissement de leur porte de prison, mais il n'en fut rien. Lui et les 2 autres captifs continuèrent à avoir accès au réseau. Ils découvrirent qu'ils avaient également accès au plan de communication primaire de l'équipage. Ils commencèrent à communiquer avec l'équipage. Ils s'attendaient à un plan machiavélique de la part du commandant, mais il n'en fut rien. En quelques mois, l'accord avec la station pour le grand voyage fut décidé. Lorsque l'accord aboutit, il fallut laisser la place aux 6 ingénieurs système pour bricoler l'intégration du nouveau modèle de bord que le régime Renaissance imposait. Énormément de problèmes et d'avaries se déclenchèrent sur les anciens systèmes et il fut nécessaire de bricoler un bon nombre de règles. Ils chantèrent autant que possible les procédures, mais c'était souvent aussi délicat qu'impossible. Peu à peu, par essai-erreur, ils réussirent à comprendre le langage et s'adaptèrent. Cela mit un beau bordel car le réseau de communication interne fut lui-même remplacé et mis à jour. Personne ne comprit vraiment comment l'utiliser au début et il fallut attendre quelques jours. Les techniciens furent les premiers guides. Bien qu'assez incompréhensibles, ils permirent à l'équipage de découvrir une façon de communiquer avec une liberté folle. Lorsqu'ils comprirent qu'il n'y avait pas de limite, ils commencèrent à s'ouvrir et les rires fusaient sur le réseau. Ils se rendirent compte que la touche personnelle de cette interface pouvait aller bien plus loin que n'importe quel rêve. L'intensité de la communication entre l'équipage se développa à vitesse luminique. Les membres se redécouvraient. L'IA du vaisseau se renforça et fut bientôt opérationnelle. Elle se mit même à faire des blagues. L'équipage découvrit la beauté du code informatique reçu. Sa sophistication était inouïe. Le niveau de concaténation de l'espace était terrible. Même sans comprendre vraiment comment ça marchait, l'équipage put comparer à niveau d'échange équivalent que la consommation d'énergie était divisée par 10. Plus important encore, le flux de données était réduit d'un facteur 100. Ainsi, avec l'équipement du vaisseau, ils pouvaient pour une partie de leur action gagner énormément de puissance mentale. Ils se rendirent compte que c'était le commandant qui était à la traîne. Il ne partageait pas beaucoup. Ses messages restaient vagues et pour la plupart informels. Pourtant, l'équipage lui envoyait des messages étoffés et fleuris régulièrement. Les matelots étaient festifs à mesure que le temps passait. Ils apprenaient ensemble et chacun cherchait de nouvelles façons d'utiliser les nouvelles informations et technologies dont ils avaient connaissance. Ils se dirent que les siècles et les siècles de stress et de cabotage avaient rendu légèrement aigri leur commandant. Il n'en était rien. Celui-ci comprenait parfaitement qu'un changement majeur avait lieu dans le vaisseau, et voir son équipage gai comme jamais l'enchantait. Mais il n'en montrait rien encore à ce stade. Il en était heureux et savait qu'il serait à 100% dans l'aventure, il restait juste un hic ou 2. Il savait qu'il lui restait encore à faire, et il devait rester concentré. Le commandant s'entretient avec l'ex-capitaine et les 2 autres mutins pendant un bon moment. Le capitaine et les mutins eurent un peu de mal à comprendre à quel niveau de discussion se situait le commandant. Finalement, le déclic se produisit et le commandant put s'exprimer à bâton rompu de manière bien plus directe qu'avec son équipage. Il avoua que les évolutions du Pegasus Star étaient trop importantes et bénéfiques pour que tout le monde n'en profite pas. Il commença à parler de réhabilitation. Cela éteignit les derniers doutes. Il était sérieux et cela signifiait qu'il se passait bien quelque chose d'énorme. Le capitaine aborda le sujet des membres en semi-sommeil et le commandant avoua qu'il n'avait pour le moment pas d'avancée, mais qu'il était probable que l'on découvre d'une manière ou d'une autre les éléments nécessaires. Il y avait tant de sujets sur lesquels l'équipage pouvait se mettre à jour, des cerveaux supplémentaires n'étaient pas de trop et toute l'aide pour tenter de réveiller ceux endormis était la bienvenue. Le 2e membre de l'équipage en sommeil était un membre important de l'équipage, lucide et raisonné. Il était aimé et c'était également l'ami du capitaine.
C'était l'ingénieur en charge du sommeil et des longs cycles du vaisseau. C'était devenu délicat depuis qu'il n'occupait plus sa fonction. À la suite de ça, le commandant fut transparent et il partagea un entretien avec les mutins à l'équipage. La proposition de réhabilitation fut accueillie avec force et rapidité en faveur de leur libération anticipée. Un des membres de l'équipage, connu et respecté pour être avisé, proposa également la conservation des grades, ce qui signifiait que le capitaine retrouverait ses prérogatives. C'était beaucoup de risques, mais le commandant comprenait la manœuvre. Il fallait faire confiance. Cette initiative, potentiellement assimilée à un test, fut accueillie de manière très pragmatique par l'ex-futur nouveau capitaine. Il expliqua qu'il aurait besoin de se mettre à niveau avant de pouvoir accéder à ce niveau de responsabilité. Il souhaitait laisser la possibilité de jugement au commandant et chef de section lorsque le moment serait le bon. Cette approche fut approuvée, elle permettait de voir venir. Le commandant prépara les éléments et mit en place au journal de bord la libération des mutins. Du fait de l'appartenance au régime, l'action de réhabilitation de l'équipage fut suivie de l'envoi des messages à la station et rien. Il ne se passa rien et les statuts de l'équipage ne furent pas modifiés. Par contre, une activité à l'intérieur du vaisseau débuta. Dans la zone P-Veta du vaisseau, le laboratoire et la forge de création du vaisseau s'étaient mis en route. Certains frémirent car cela pouvait très bien être une attaque interne, mais les autres commencèrent leur inspection. Ce début de production correspondait au journal d'après l'IA. L'activité était normale. Souhaitant en savoir plus, elle révéla à l'équipage que la réhabilitation dans le protocole standard aménagé par la Confédération et associé au régime de la Renaissance rendait nécessaire la cérémonie. Il s'agissait donc de rendre physique le moment où les mutins allaient redevenir matelots. C'était un héritage entre la nouvelle version et les anciens acquis de la Confédération. Il devrait prendre corps et le commandant devrait énoncer les textes dans la même pièce que les mutins futurs matelots, avec au moins 2 membres de l'équipage témoignant. Les mutins devraient expliquer de vive voix qu'ils avaient entendu et compris l'énoncé avant d'être libérés. Le Pegasus Star ne disposant plus d'équipement, tout au moins pas d'androïdes valides disposant des attributs et du statut légal nécessaire, le vaisseau était en train d'en construire bon nombre d'exemplaires. Le commandant comprenant désormais de quoi il retournait, il commença une suée, qui fut largement visible dans son processus d'activité réseau. Cela faisait plus de 7000 ans qu'il n'avait pas pris corps et il passa un temps assez long, fébrile, à chercher une échappatoire avant de découvrir qu'il n'y en avait aucune. Instinctivement, le fait de faire cela le rebutait à un point très important pour une simple et bonne raison, la peur. Il s'avéra que son point de vue était partagé par l'équipage car il commença à douter du bien fondé de cette action. Loin de faire l'unanimité, l'équipage prit la décision de tirer à courte paille en utilisant un algorithme des plus basiques. Les 2 perdants, en concertation avec l'équipage, mirent tout de même un point d'honneur au transfert. Ce serait au commandant d'y aller en premier. De toute façon, le commandant savait déjà qu'il serait le premier. Désigner lui-même les membres d'équipage ou encore, pire, utiliser les mutins en tant que testeurs n'aurait eu aucun sens. A priori, il n'y avait aucun danger. Le modèle d'androïde que le bâtiment prévoyait de construire était très avancé. 2 nouvelles salles avaient été aménagées par les nanorobots pour pouvoir assembler les unités neuronales internes des androïdes. Cette technologie d'androïde était encore une fois complexe, mais tous les voyants étaient au vert concernant les usages. Ils étaient multiples et témoignaient d'une technicité et d'une sensibilité inattendues. Ce n'étaient pas les capacités techniques qui posaient problème, c'était de changer d'enveloppe. Le commandant n'avait pas le temps d'appréhender toutes les facettes de cet équipement, il savait qu'il devrait procéder au transfert. De toute façon, le commandant devait s'y incarner. C'était un grand saut de quitter l'infrastructure neurale standard du vaisseau. Pas le temps de pavoiser. La cérémonie était fixée, datée dans le journal de bord, lorsque les matériels seraient finalisés, d'ici 1 jour. Cela n'empêcha pas le commandant de rédiger une partie de ses mémoires et de son testament. Le jour fatidique approcha, le lendemain, et la quête d'incarnation, précisément de prise de poste dans le droïde CDT-01, arriva dans le journal de travail du commandant. Il tenta d'imposer à son esprit qu'il s'agissait d'une mission comme les autres et qu'il n'avait qu'à valider l'ordre avant de passer au suivant. Son instinct fit tout de même barrière à un moment et il dut faire face de manière entière au problème pour accéder à la demande du vaisseau. Il finit par passer le cap en se demandant combien de temps prendrait le transfert. À peine eut-il réalisé la validation qu'il se retrouva ailleurs. Il était déconnecté du réseau habituel du vaisseau. L'information principale provenait des images retransmises par les détecteurs visuels du drone, ses yeux. Plusieurs autres aspects du transfert mettaient mal à l'aise le commandant. Déjà, dit-il, les microconnexions via l'IA du vaisseau n'apparaissaient plus de manière habituelle.
Ensuite, il éprouvait une sorte de vertige, car ses pensées étaient qualifiables. Elles coulaient de source, de netteté, de fluidité. Tout en relevant ces différents points, il se rendit compte qu'il parlait. Les sons qu'il émettait se réverbèrent dans l'espace où il se trouvait et le champ visuel s'altérait de temps à autre avant de finalement se rendre à l'évidence. C'étaient ses bras qui bougeaient alors qu'il parlait. Sa mémoire gestuelle et corporelle avait été préservée. Il se mit debout, il marcha sur place, lentement, avant de trouver finalement le protocole adapté et il sortit du secteur cybernétique un pas après l'autre. La marche revenait. Il commença à trottiner, puis carrément à courir dans les coursives. Les souvenirs lui revenaient en grande quantité. Il ordonnait par instinct le mouvement de son corps androïde. Il était lui. Il percuta un mur en courant un peu trop vite, ce qui provoqua le rire de l'équipage dans les coms. Plus calme, il se remit en marche vers la salle de cérémonie, mais en route, il reçut également un compte-rendu de son environnement neuropsychomoteur. Il pouvait, s'il le comprenait correctement, effectuer des tâches bien plus élaborées que via le système neuronal du vaisseau. Une vague de tristesse passagère l'atteignit en comprenant que son équipage et lui-même s'étaient privés, du fait de son commandement, d'un grand nombre de choses durant les derniers millénaires. La beauté de l'expérience du corps était à chaque seconde de plus en plus vive et intense. Il leva le poing férocement en signe de victoire. Cependant, le plafond était assez bas et le statut de commandement du droïde permettait à ce geste de ne pas être contré par le système interne de sécurité, si bien que son poing traversa la structure du plafond. Il commença une communication tout en se dirigeant, tel le plan l'indiquait, vers la salle de cérémonie. Il essaya d'expliquer à l'équipage son ressenti et chercha ses mots afin d'essayer de transcrire ce qu'il ressentait. Cela n'était pas nécessaire car son incarnation était suivie par tous et déjà la moitié de l'équipage s'était incarné dans les droïdes disponibles. L'autre cherchait déjà et trouva le moyen de lancer la production des droïdes nécessaires pour tout l'équipage. Les nouveaux venus rejoignirent bientôt le commandant, tout aussi épaté de l'expérience. Les deux ingénieurs repoussèrent à plus tard le jeu des sensations pour se concentrer sur les aspects techniques des droïdes. Le réseau neuronal neuf, associé au langage concaténé, les propulsait bel et bien sur des capacités hors normes. Il relayait au reste de l'équipage toutes les données qu'il pouvait extraire. Ils se réunirent finalement dans la salle de conférence principale, encore un emplacement du vaisseau qui n'était plus pris en compte à quelque niveau que ce soit. Lorsqu'ils se voyaient ainsi, les membres de l'équipage et le commandant se rendirent compte à quel point être et être visible dans l'instinct, pour soi et les autres, pouvait être jouissif. Ils commencèrent donc à s'amuser de cela, à effectuer des mouvements et à rire. Les 6 membres incarnés cabriolaient, et ce fut d'autant plus poignant que lorsque les 3 mutins arrivèrent sur un bot élévateur, tous purent observer que leurs mouvements étaient restreints. Les pieds et les poignets étaient collés. Le calme vint de manière instantanée. Le protocole de cérémonie prit place dans l'esprit de chacun. Le positionnement dans l'espace se fit naturellement avec les mutins devant, face au commandant. Les témoins officiels étaient placés près du commandant et les autres en ligne sur les côtés. Les mutins n'avaient, quant à eux, pas compris le décalage qu'avait engendré leur privation de mouvement, mais ils pouvaient parler et commencèrent avec un débit incroyable à discuter de la structure des androïdes et de tout un tas de choses. L'ensemble des matelots commença à discourir avec les mutins, tous s'étonnaient qu'en si peu de mots et avec simplement des sons, ils étaient capables de transmettre autant d'émotions et d'exaltation. Le commandant chercha la manière de couper court, mais la discussion était très prenante. Finalement, c'est une des techniciennes qui remplit la glace et demanda qu'on s'occupe de l'ordre du jour maintenant afin de pouvoir passer à la suite dans de meilleures conditions. Le commandant se permit de suivre scrupuleusement les instructions de la cérémonie afin de la réussir. Il prononça donc un discours en indiquant que les mutins rejoindraient maintenant l'équipage avec les valeurs et les attributs de la Confédération, quelque peu remaniés tout en conservant la soif de la conquête des terres étrangères et la découverte des mystères. À l'issue de ce discours, les mutins validèrent la décision et devinrent matelots. À ce moment-là, leurs entraves disparurent et ils purent bouger. Ils se levèrent et quelques secondes plus tard, le capitaine effectua son meilleur salut, suivi des 2 autres matelots la minute suivante, et leur geste fut acclamé par l'ensemble du navire. Quelques jours plus tard, l'ensemble de l'équipage put se divertir d'une enveloppe. Ils firent de nouvelles découvertes. Une des premières ordres était la sensibilité des équipements, qui pouvait aller bien plus loin que le simple capteur, et la fonction charnelle était accompagnée d'une ribambelle de possibilités, et le mode éditeur semblait à la portée de tous. À partir de là, l'équipage se transforma. Dans les années suivantes, avant l'arrivée du géocroiseur taxi, des fonctions oubliées refirent surface, tels les jeux physiques d'équipe ou d'adresse qui firent leur apparition au planning. Des espaces du vaisseau furent attribués à certaines activités. Il fallut plusieurs matchs avant de comprendre que le football ne se jouait pas à la base en apesanteur.
Le capitaine fut également réhabilité à son poste, cette fois dans une ambiance festive. Le jardin fut même remis en service pour la génération d'odeurs de type naturel, afin d'en prendre plein l'essence et de voir aussi pousser la vie. Lorsque l'arrivée du croiseur fut imminente, le commandant se confia au capitaine sur le grand voyage. Celui-ci dissipa ses doutes. Tous veulent y aller. Il faut être fou pour ne pas se rendre compte que la vie habite maintenant ce vaisseau, et ce sauvetage ne tient qu'à toi et ta pugnacité. Nous sommes revenus, il s'agit d'un nouveau départ, et nous faisons maintenant partie du régime. C'est sur cette confidence que le commandant rédigea sa lettre de plan de vol. Notre bâtiment, le Pegasus Star, est un petit vaisseau, mais son équipage est et restera fidèle à la ligne directrice de la Confédération, mis à jour par le régime de la Renaissance, et fera ce qui est en son pouvoir pour le soutenir. Il partirait d'ici 1 an, c'était maintenant établi, mais une majorité de l'équipage se sentait triste. L'équipage comprenait à présent la position du commandant et du capitaine concernant les 2 derniers membres de l'équipage toujours en sommeil. Ils voulaient être au complet avant le départ. La plupart se doutaient que le commandant était amoureux, mais une seule personne savait que c'était réciproque. Il s'agissait du capitaine. Il avait gardé le secret. Il aurait pu le jouer en va-tout un jour, négocier cette information. Mais sa dignité lui avait fait écarter cela. De toute façon, il n'aurait généré que de la souffrance. Alors que maintenant, il bataillait ferme comme tout l'équipage pour leur porter assistance. La plupart du temps, il rencontrait tout de même un écueil technologique. Au niveau des standards de la Renaissance, l'état mental des 2 membres d'équipage en sommeil était situé entre alarmant et catastrophique. Il fallait donc les élever sur un état submental différent, bien plus stable avant de tenter un réveil. Ces données ne semblaient pas très adaptées au Pegasus car l'ensemble de l'équipage s'était déjà fait réveiller sur un semi-sommeil dans des conditions un peu meilleures mais similaires, et ce de multiples fois. Apparemment, c'était dangereux maintenant. Des solutions apparurent, mais elles restaient risquées et l'arrivée prochaine du vaisseau laissait présager que de nouvelles données puissent faire avancer cette recherche. Le délai était maintenant court, il fallait patienter, c'était plus sage. L'arrivée du géocroiseur fut fêtée dans la station. Il s'agissait d'un immense vaisseau. Son arrivée se coordonna à celle d'autres vaisseaux qui étaient au courant de sa venue. Un vaisseau de la taille d'une petite lune, ça ne s'arrête pas souvent. Le Pegasus prit place et le système de l'antipoussée fut préparé par les bots d'entretien. Le raccordement énergétique fut positionné, ils avaient de l'énergie. Ils pouvaient même choisir différents types d'énergie selon les besoins de leur bâtiment. La quantité maximale était même supérieure à celle escomptée et promise initialement par la station stellaire. Ce fut la bienvenue, car durant les années d'attente, ils avaient considérablement consommé, par jeu et par nécessité. Grâce à cette distribution énorme d'énergie, le commandant mit en place la remise à neuf du vaisseau et les différents systèmes. Il souhaite contrôler à 100% tous les aspects du Pegasus. Les réseaux furent lancés d'abord à 50%, puis après les mises à jour, le reste des systèmes du vaisseau. Les vrais problèmes de conflit commencèrent à pleuvoir, cela ne déclencha finalement qu'un vrai bug. Des nanorobots déraillèrent en créant couche sur couche sur une zone localisée de la coque. Particulièrement efficace, leur création s'étendit un moment avant d'être stoppée par le système du croiseur. En dehors de cet incident, tous les autres bugs furent résolus. Il ne fut néanmoins pas possible de connecter au réseau du géocroiseur avant d'atteindre la vitesse luminique. Bien que techniquement cela ne posait pas trop de problèmes, les informations transmises pouvaient être de nature à provoquer des réactions au niveau des équipages. Elles n'étaient distribuées qu'au compte-gouttes. C'était des ressources qui valaient le coup d'être distribuées. Cela ne dérangeait pas l'équipage. Les données de base brute étaient tellement neuves qu'ils se fichaient des nouveautés. Des données de plus de 2000 ans étaient déjà intéressantes. On leur indiqua qu'il faudrait attendre environ 5 à 6 cycles, soit environ 3 ans, avant d'être connecté au réseau. Mais cela eut beaucoup moins d'importance, voire quasiment aucune pour certains, car lors du 2e mois de voyage, l'état de sommeil des 2 malades de l'équipage changea. Il s'améliorait. Les activités θ et les intrications mentales rejouèrent leur rôle de temps en temps. C'était inespéré. Beaucoup pensèrent que les modifications de niveau d'alimentation avaient impacté cela, mais il pouvait également s'agir d'une noyau neuronale centrale qui, désormais quasi libre, offrait un meilleur canal de transmission et les routines du vaisseau n'étaient plus impactées. Nul n'en savait rien. Il fallut 3 mois de plus pour réveiller l'ami du capitaine. Il était impeccable, mais l'équipe un peu trop enjouée lui donna trop d'informations. Il finit par demander, de manière raisonnée, une réclusion, c'est-à-dire une durée de digestion d'informations où il ne pourrait pas être trop sollicité, en dehors du commandant et du capitaine. Ils mirent un peu plus les formes lorsqu'ils réveillèrent la future femme du commandant. Leur périple s'étendit durant des millénaires.
Ils trouvèrent énormément de temps, de loisirs et de repos. Ils obtinrent également le droit à la vie et un peu plus de 7000 années plus tard, le Pegasus Star comptait à son bord pas moins de 6 IA et 1800 membres d'équipage ainsi que près de 300 civils, chercheurs, ingénieurs, poètes, peintres, biologiques, footballeurs et bien d'autres. Épilogue. À la sortie du vaisseau, lors de l'arrivée sur Terre 18, le commandant lança les voiles et engagea tous les moteurs du vaisseau. Un antique système de propergol fut même allumé, ce qui déclencha un énorme nuage, peut-être même visible depuis l'atmosphère de la planète. On se demanda rapidement si cette arrivée en fanfare n'était pas un peu forcée, mais la tradition était de faire le tour d'une planète lorsqu'on la découvrait. Le Pegasus Star n'eut pas le loisir de finir son tour. Après sa pétarade, 2 corvettes hyper rapides se téléportèrent quasiment et vinrent près de ses flancs du vaisseau. La démonstration de force était importante et ne sachant de quoi il retournait, le commandant fit stopper les moteurs. Il s'avéra que la venue des corvettes de la Renaissance n'avait rien à voir avec leur départ en fanfare, mais était liée à la nature du vaisseau. Il souhaitait le listing des contenus des soutes du Pegasus. Le commandant, maintenant rodé à la communication mais tout de même impliqué, n'hésita pas longtemps. Il ne souhaitait pas que le Pegasus soit assimilé à un trafic ou une contrebande de toutes sortes, et il envoya les informations nécessaires. Il s'ensuit un véritable ramdam. Les quelques vaisseaux à une distance respectable furent invités à rejoindre l'autre côté de la planète ou à s'éloigner. Le périmètre autour du Pegasus fut réquisitionné. Les spatioports de la planète furent fermés pendant que 6 nouvelles navettes arrivèrent suivies d'un vaisseau plus imposant, orné des symboles de prestige de la Renaissance. Il se positionna à couple et en quelques minutes, les commandes du vaisseau furent en partie stoppées, car prises en charge directement par le visiteur. Comprenant ce qu'il se passait, le commandant se dirigea dans la zone d'accueil. Le visiteur se dirigea vers le sas d'un pas très rapide. Il s'agissait du premier consul des colonies avancées de la Renaissance. En 4e vitesse, le commandant appela l'ensemble des officiers de l'équipage à la passerelle. Le consul arriva, suivi de quelques aides. Il se lança dans un laïus automatique d'arrivée solennelle, mais il ne prit pas de gants et le court-circuita avant de s'avancer vers le commandant pour lui demander d'emblée s'il disposait bien en stock de la marchandise numérotée EPZ-29. Il s'agissait d'une immatriculation de base, faisant référence à du matériel vétuste des tout premiers chargements du vaisseau. La quasi-totalité avait été conservée car il ne manquait pas de place au Pegasus, malgré sa croissance. Le commandant vérifia néanmoins le journal de bord. Apparemment, il s'agissait d'un contenant dur à taille humaine et il était à sa place. Il releva néanmoins que le niveau de sécurité de l'objet était un des plus hauts à l'époque. Il opina de la tête et invita le consul à le suivre. Quelques minutes furent nécessaires et ils trouvèrent la soute en question. L'objet était bel et bien là. Le commandant s'en saisit et le présenta au consul, l'air de dire « Il vous faut autre chose ?» Le consul, il tremblait. Il souhaitait prendre l'objet, mais il savait qu'il ne pouvait s'en saisir avant d'avoir l'accord explicite du commandant. Il se ressaisit et formula officiellement la demande de passation de la marchandise. Le commandant, qui était maintenant arrière-arrière-arrière-grand-père, se douta de l'importance de cet objet, même si pour lui, il n'avait aucune valeur. Il accompagna le consul, et devant toute l'assemblée du Pegasus, des centaines de personnes, il remit l'objet. Il exprima, presque mot pour mot, la feuille de route du Pegasus et son attachement au mouvement de la Renaissance, entamé près de 7 millénaires plus tôt. Le consul prit acte et s'en alla avec la boîte. Peu de temps après, le Pegasus Star fut promu. Il obtint les niveaux d'accréditation et de priorité maximale de l'ensemble de la flotte de la Renaissance. Le bâtiment fut rénové et il créa lui-même une catégorie dans la flotte avec pour ordre de mission secourir les rescapés intersidéraux. La 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 la. Ta ta ta, ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Pour ceux qui se le demandent, cet objet, le PZ-29, était une mobicarte quantique intriquée de quelques unités. Ainsi, le consul put envoyer à Terre 1 les nouvelles sur l'avancée de la colonie humaine tout en ajoutant une note personnelle. Il reçut 90 secondes plus tard une réponse, en partie protocolaire, mais elle contenait aussi la phrase « Bouge pas, chérie, j'arrive ». Il n'y a parfois pas plus important que d'envoyer un message.